Bonjour, bonsoir, mes chers amis, chers compatriotes. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Nous sommes aujourd'hui 2 mai. La journée était longue. Voilà, à cette heure, nous voulons juste vous donner quelques points d'actualité de notre pays. Le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, vient de signer les ordonnances portant investiture de différents gouverneurs élus. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous avons des gouverneurs en République démocratique du Congo. Désormais, ces gens ne peuvent plus se comporter comme des citoyens ordinaires. Ce sont des responsables, ce sont des représentants du pouvoir au niveau de la base, au niveau des provinces. Il y a les députés initiateurs de la motion d'interpellation contre les ministres sortants des Finances de la ville-province de Kinshasa, M. Guy Matondo. Le député Tengue T. Lilo s'est dit victime de menaces. Donc, celui qui a initié cette motion contre M. Guy Luzolo est aujourd'hui menacé. Il est menacé, donc, le député Tengue T. Lilo s'est dit victime de menaces. Le député provincial Tengue T. Lilo affirme ce jeudi qu'il est victime de menaces de la part des anonymes pour avoir interpellé Guy Matondo, ministre provincial des Finances du gouvernement sortant d'André Kimbuta, pour s'expliquer sur la gestion des fonds de la province. Dans son exposé de motifs au cours de la séance plénière de ce jeudi 2 mai à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés expliquent que la motion n'est pas un acharnement contre un membre du gouvernement, mais plutôt un moyen d'exercer le contrôle de l'exécutif provincial. Dans son exposé de motifs au cours de la séance, c'est à travers le contrôle que le Parlement garantit l'équilibre du pouvoir et se place comme défenseur des intérêts du peuple. Donc, vous comprenez que il y a tout est là, ça commence à bouger. Nous devons donc nous habituer à cet exercice, quelquefois mal coté, qui ne constitue pas une mise en accusation, mais plutôt vise à garantir la gouvernance. La gouvernance, a-t-il déclaré. En réaction aux propos du député, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godefroy Mpoyi Kadima, a dit également qu'il est victime de menaces et promet de protéger l'initiateur de la dite motion d'interpellation. Guy Matondo s'est exprimé ce jeudi devant les élus provinciaux sur notamment le surendettement de 18 millions de dollars auprès de 3 banques commerciales et l'existence de comptes bancaires fictifs ou parallèles au nom du gouvernement provincial. C'est très grave. Mes chers amis, la situation de déboulonnement dont Félix Tshisekedi avait parlé est une situation qui doit avoir le soutien de tous les Congolais. Nous ne devons pas laisser le président seul se battre contre ces monstres. C'est pire que ça. Vous comprenez, il y a 18 comptes parallèles dans la ville de Kinshasa. Dans d'autres sources, on nous dit qu'il y a plus de 200 comptes.
fictifs dans la ville de Kinshasa, qu'on a fabriqué avec tout ce que vous avez comme taxe sur taxe des entreprises brassicoles, taxe sur les entreprises de communication, la publicité et tout ça, toutes ces taxes au niveau provincial, au niveau de la ville de Kinshasa, ça va dans les comptes privés. Ici, le ministre des Finances, M. Guy Luzolo, Guy Matondo plutôt, qu'est-ce que je dis chaque fois Luzolo, Luzolo Bambi, Premier ministre, bon, nous nous attendons, soit Kamere. Donc ici, le ministre provincial des Finances dit qu'ils ont endetté, la ville de Kinshasa est endettée, mais c'est grave. Salut, la ville de Kinshasa endettée. Non, il faut que l'interpellation, qu'il y ait des commissions parlementaires qui vont aller dans le sens de creuser. Il faut chercher la vérité. Ces gens doivent aller retrouver M. Roger Singhi en prison. Tous ces antivalaires, la corruption, le pillage, le détournement, tous ces gens-là doivent se succéder, doivent se suivre en prison. Donc, ce dossier, il faut que Godem Poy puisse avoir les nerfs solides, qu'il puisse faire intervenir tous les services qui sont à sa disposition pour protéger ces députés. Vous connaissez l'histoire de Botetti en 2009, 2008-2009, qui a été assassiné parce qu'il était en train de faire le même exercice parlementaire. Une responsabilité de chaque député au niveau provincial de pouvoir contrôler l'exécutif provincial. Botetti a été assassiné. Alors nous ne voulons pas que notre frère ici, hein, son visage est même là, nous ne voulons pas que nous puissions perdre encore ce frère qui est en train de rendre service à la nation. C'est celui qui a interpellé le ministre provincial des Finances, parce qu'il faut le savoir que si on interpelle le ministre provincial des Finances, c'est-à-dire l'affaire va arriver à André Kimbuta. C'est lui qui va être le premier, parce que c'est lui qui était le responsable de l'exécutif provincial. C'est lui qui doit répondre de tout ça. Voilà pourquoi les menaces ont commencé, parce que ces gens-là savent que dès que le ministre des Finances commence à avouer, il va dire les complices, il va tout avouer et ça va éclabousser beaucoup de personnes. Même l'ancien président va se retrouver là-dedans. Même beaucoup de hauts dignitaires du régime de l'ex-président vont se retrouver dans cette histoire parce que Kinshasa, c'était leur argent de poche. Kimbuta souffrait dans cette ville-là. C'est tout le monde qui les menaçait. Le secrétaire général du PPRD qui envoyait les gens aller lui dire que j'ai besoin d'argent. Sinon, on va initier une motion contre lui à l'Assemblée provinciale. C'était des intimidations comme ça. La présidence, vous allez voir un conseiller qui envoie un message au gouverneur. Non, il faut envoyer une enveloppe ici. Il y a un besoin. Donc, finalement, il y a un aîné, un grand frère qui était là-bas avec eux, qui m'a dit qu'un jour, Kimbuta a pleuré. Il dit, en tout cas, il ne répondait plus au téléphone. Il dit, mais comment on peut me tracasser comme ça? À tout moment, c'est tous
tous ces dinosaures-là, tous ces caciques du pouvoir, faisaient leur pesanteur sur Kimbuta. Donc Kimbuta devait distribuer l'argent. Par conséquent, il devait être aussi protégé. Mais l'heure est arrivée où, Tshisekedi a dit, le passé, c'est le passé, mais la justice doit faire son travail. Voilà, quand on commence à creuser des choses comme ça, c'est là que nous allons commencer à découvrir qui est qui a fait quoi. Mais vraiment, c'est triste de voir que la RDC, il y a des gens qui se considèrent encore comme des intouchables. Hein? Quand on lui demande des comptes, quand on lui demande un contrôle de routine, un contrôle normal, comment on va commencer à menacer quelqu'un? Donc voilà. Le président de la République a dépêché le général, l'inspecteur général de l'armée, monsieur le général John Numbi, à Kasumbalesa. Après son déplacement de Lubumbashi, le chef de l'État avait instruit que tous les services qui sont à plus de 30 services fabriqués de toutes pièces pour tracasser les Congolais à la frontière, que tous ces services puissent disparaître. Il ne veut plus entendre quoi que ce soit. Les services de sécurité, des renseignements, les bureaux D, tous, DGM, police, FARDC, donc plein de DGM. Il y avait beaucoup de services qui n'avaient rien à voir avec la frontière. Alors là, vous allez suivre le général John Numbi qui s'adresse et à la population, aux militaires et aux policiers qui étaient là pour quitter la frontière, quitter les postes de Kasumbalesa au risque de représailles, au risque de sanctions et Donc, écoutez le général. Je m'excuse. Président anajua maneno mko nayo, monsieur le maire ameexprime, ni kwanza kutengeneza hii barabara ikuye na mavua wiki kuanzia kufika mpaka Lubumbashi. Tunatafuta wanifanisie na barabara, sasa tunakuwa na discipline. Voilà pourquoi est-ce que le président anasema turudishe ma service 4 bure. Ile ma service 4 ndio iko mu ordonnance yenye ilisigné président ya kulimite ma service ka hapana ki ma service kusururu juu ya kucreate tracasserie. Ni ile nilikuwa kwambia bote armée police bote pale balikuwa biko natumika huko kuondoka leo bote bataondoka huku kutabakia kama ma service yenye na husika na ile ordre opération. Donc voilà. Il a dit qu'il n'y a que 4 services qui sont dans l'ordonnance qui doivent travailler à la frontière. Tous les autres services doivent disparaître. Donc, ça c'est bien compris. Hein? Nous ne pouvons pas trop insister là-bas. Ça c'est dans le cadre de déboulonnement. Le déboulonnement continue parce que tous ces gens-là qui étaient à la frontière, ils se sentaient intouchables, c'est la famille présidentielle, c'est ceci, c'est cela. Donc tous ces gens aujourd'hui, ils sont au chômage parce qu'ils doivent quitter la frontière. Nous avons aussi, dans le cadre toujours de déboulonnement, les sujets chinois clandestins en RDC qui étaient en train de s'enrichir dans les mines de cobalt, tout ça, au Katanga, ont été rapatriés dans leur pays d'origine suivant. Troisième vague d'expulsion des Chinois en situation irrégulière. Ces derniers ont été retrouvés dans l'exploitation de minerais à Kolosi dans la province de Lualaba. Cédric Kenina nous en parle un peu plus. Ils sont souvent dans des zones minières avec des documents de séjour non conformes.
Certains expatriés, à l'image de ceux qui vivent à Kolwezi dans le Lualaba, s'élancent en toute illégalité dans l'exploitation des ressources naturelles. Ces sujets chinois constituent la troisième vague des migrants illégaux expulsés du pays. Cela s'inscrit dans la droite ligne de l'opération des contrôles de la Direction générale des migrations des personnes en situation irrégulière. Spécifiquement dans les secteurs miniers, les ministères de tutelle avaient en son temps interdit aux expatriés non en règle de travailler dans ces secteurs, y compris ceux qui sont couverts par des contrats de sous-traitance. Donc voilà, ça veut dire que plus rien ne sera comme avant. Tous ces Chinois qui se croyaient dans la jungle, ils débarquent à Kinshasa sans papier, ils viennent s'enrichissent dans notre pays et ils s'en vont. La même chose avec les Libanais, tous ces groupes de Pakistanais. Notre pays, rien n'était vraiment pris au sérieux. On pensait vraiment que le Congo, c'est un dépotoir, c'est une poubelle, c'est une maison sans porte où chacun peut entrer, prendre ce qu'il veut et sortir. Désormais, l'ordre est rentré. Chaque personne à sa place il joue son rôle. Donc nous pensons que l'avenir a beaucoup à nous offrir avec le président Félix Tshisekedi. Voilà. Ici, par rapport au comportement de l'ancien président Joseph Kabila, dont nous avons fustigé hier ici, de continuer à faire planer l'ombre de sa personne sur la nation pour faire douter certaines personnes que Tshisekedi n'est pas président et faire croire à certains que c'est lui, Kabila, qui continue à diriger le pays. À ce sujet, nous avons beaucoup parlé hier, nous avons montré notre indignation et aujourd'hui il y a les candidats malheureux à la présidentielle, M. Noël Tchani Modjanvita, qui écrit ceci. Il dit: dans tous les pays du monde, les anciens chefs d'État restent en dehors de la politique pour ne pas gêner leurs successeurs pendant un temps. Je constate avec regret que Joseph Kabila interfère dans la gestion du pays à travers les FCC et gêne beaucoup Félix Tshisekedi, un problème déstabilisateur du pays. Vous comprenez? Cet homme a raison. C'est ce que nous avons dénoncé hier. Dans beaucoup de pays du monde, dès que les élections sont passées et qu'il y a un nouveau président, l'ancien président s'éclipse pendant un temps. Vous pouvez voir, pendant 4-5 mois, vous n'entendez pas parler de lui. Pour laisser le temps que la population commence à s'adapter et à s'habituer avec le nouveau régime, le nouveau président. Mais chez nous, ce n'était pas le cas. Quand les élections sont passées, nous avons vu directement Kabila commencer à réunir les gens à Kingakati. Et ça, c'est une interférence. Même si les gens continuent à donner des arguments du genre, c'est leur famille politique. Non! Qui ne sait pas que Obama a une famille politique? Est-ce que c'est autant que quand Trump a pris le pouvoir, Obama commence à réunir les sénateurs, les députés, donc la presse publie ça? Non, ça ne se fait pas. Les gens vont continuer à croire qu'il est toujours là. Ils vont chercher toujours à se référer à lui pendant qu'il y a déjà un nouveau chef. Ce n'est pas interdit que l'ancien président puisse rencontrer ses députés, ses sénateurs, ainsi de suite. Mais pour des raisons de visibilité du nouveau régime, pour des raisons
de confiance du nouveau régime, il faut d'abord se mettre à l'écart. Laissez l'autre. Vous pouvez vous voir en secret. Vous pouvez le consulter en secret. Monsieur le Président, dites-moi dans tel dossier, comment vous vous êtes pris? Comment vous avez pu résoudre ce cas? C'est dans ce sens-là. Pas commencer à organiser des rencontres publiques. Au risque de commencer à offusquer l'image du nouveau président. Parce que chaque fois quand on vous voit à la télé, on vous voit en public, on vous voit à gauche, à droite, les gens se disent non, c'est toujours lui qui est encore là. Et surtout que aujourd'hui, il a la majorité. Quand tous ces gens-là vont là-bas, ça ne donne pas une bonne impression. Vous comprenez? Nous avons dit ça hier. Et c'est ça que notre frère, notre aîné ici est en train de dire. Dans tous les pays du monde, les anciens chefs d'État restent en dehors de la politique pour ne pas gêner leurs successeurs. Je constate avec regret que Joseph Kabila interfère dans la gestion du pays à travers les FCC et gêne Félix Tshisekedi, un problème déstabilisateur du pays. Vous comprenez? Depuis que Macron est là, on n'a jamais entendu parler de Hollande. On n'entend pas parler. Donc, hein, vous qui défendez cette histoire, ce n'est pas défendable. Kabila est en train de se moquer de Tshisekedi. Il est en train de chercher donc, à faire croire à tout le monde que c'est lui qui dirige le pays. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas lui qui doit dire à ces gens de collaborer. Mais un gouverneur, si tu ne collabores pas avec le chef de l'État, le président de la République, tu penses que tu vas être là? Si tu n'as pas la confiance du président, il te vire. C'est ça la vérité. Ce n'est pas Kabila qui doit aller rappeler à tous ces gouverneurs que non, il faut collaborer bien avec le chef de l'État. Ça, c'est un faux fouillant. Ce n'est pas lui qui doit leur dire. Ils sont tenus à travailler en étroite collaboration avec le chef de l'État. Et un autre aîné dans l'affaire de Martin Fayoulou, Mokia a parlé. Mokia, c'est aussi un autre candidat malheureux à la présidentielle en RDC qui n'a pas sa langue dans la poche. Il dit ceci: les paroles de Gabriel Mokia à Fayoulou, à titre d'un simple conseil. Il donne conseil à Fayoulou. Il dit: mon jeune frère Martin, hein, il s'adresse à Martin Fayoulou. Il dit: mon jeune frère Martin, que cette masse populaire curiosante, voilà, que cette masse curiosante, que cette masse populaire curiosante ne t'emporte pas dans la folie. Tshisekedi est bon. Je pense qu'avec ton impolitesse, si c'était avec Kabila, tu allais déjà partir faire un caca rouge à Makala. Celui-ci aussi. Ça, c'est un mongala. Aïe, 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 c'est terrible. Mais sache-le très bien que même si Félix ne te calcule pas, il y a des juges qui jusque-là t'observent. Donc, je t'assure que ce jour-là, tu seras seul et ces petits koulouna que tu réunis à chacune de tes manifestations seront chacun chez lui en train de grignoter les arachides, et les seules victimes de ton sort seraient ta femme et tes enfants. Soki na kosi tuna, soki na kosi.
Tuna Jomi. J'ai un problème de connexion ici. Donc, le vieux mot qui termine avec son conseil, il dit Soki na kosi tuna Jomi na Diongo. Jomi Ndongala na Franck Diongo. C'est la vérité, c'est à prendre ou à laisser. Donc voilà, hein, ce sont des choses que nous avons. Hein? En tout cas, Mokia n'a pas tort. Mokia vraiment a raison quand il dit ça. Si c'était à l'époque de Kabila, vous appelez Kabila placebo, mais vous êtes en prison. Vous chiez les sangs. On vous frappe. Tous ces ONG des droits de l'homme circulent, ils montent, ils descendent. Vous subissez la torture de la dictature. Demandez à Mouyambo, qui avait les pieds gonflés comme ça. On allait amputer sa jambe. Demandez à Jekoko et les autres. Vous appelez placebo. Président Félix Tshisekedi, il vous laisse. Il dit, je n'arrêterai pas celui qui est contre moi, qui va m'insulter, qui va dire quoi que ce soit. Mais la justice existe. Parce que ça, c'est outrage. Au chef de l'État. Cet homme a une femme. Il a des enfants. Sur le plan social, c'est grave de les traiter comme ça. Vous dites que c'est Kabila qui gère le pays. C'est Kabila qui est le président. Tshisekedi n'est pas président. Mais en même temps, celui qui n'est pas président, vous lui demandez de démissionner. C'est une contradiction. Il y a un problème. Je ne sais pas. Il fallait demander à Kabila qui a le pouvoir de démissionner. Pas à celui qui n'a pas le pouvoir. À ce que je sache. C'est vraiment... C'est marrant. C'est désolant, dégoûtant. C'est ridicule. Ce genre de propos à longueur de journée. Si vous n'avez rien à dire, comme Adam Bombo l'avait dit, si vous n'avez rien à dire, il faut vous taire. Martin Fayoul. Ce n'est pas bon. Quelqu'un qui est bien, vous l'appelez mon frère. Je sais que c'est mon frère. Mais en même temps, en public, vous lui donnez des noms. Placebo, un patin, et tout ça. Vous lui avez donné beaucoup de noms jusque-là. Je sais que vous regarde. Il ne fait rien. Vous êtes vraiment dans un état de droit où les médias sont libres. Tout le monde, l'expression. Vous pouvez dire, mais faites attention. La justice existe. Lui ne fera rien. Il va pas vous... Tu sais qu'il ne va pas initier une plainte pour aller déposer pour ceci, outrage à l'autorité, au chef de l'État, tout ça. Non, il ne fera pas. Mais, sachez-le, que les magistrats sont à la recherche des infractions. Dès que c'est établi que ce que vous avez fait, c'est une infraction, vous allez vous retrouver devant la justice. Et loin de tous ces gens-là, des drogués et les Koulouna que nous avons vus qui étaient en train de crier contre les Baloubala, ils ont chanté encore. Hein? Ils ont chanté. Je ne sais pas si je peux retrouver. Hein? Il dépêche de tirer la Balouba. Je ne sais pas si je peux retrouver ça. Moi, oui, non, bon.
Non, je ne sais pas. Non, n'habite place Nini. J'avais ça, mais si je le trouve, vous allez entendre qu'ils ont encore crié. Ils dépêchent de Balouba. Donc, des propos toujours des histoires pas bien. Donc, vous allez vous retrouver devant la justice seul, sans tous ces gens-là. Et j'ai même appris que la plainte est déjà là. La plainte, non pas la plainte, mais il y a une interpellation. C'est quoi encore la plainte en question, l'interpellation? Donc, oui, Martin Fayoulou est invité, il est invité à se présenter devant le commissaire général, coordinateur national de la police judiciaire. À M. Martin Fayoulou Madidi, à Kinshasa, Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir vous présenter à mon cabinet de travail au bâtiment du casier judiciaire 6, avenue Kalemi, numéro 30, dans la commune de la Gombe, ce lundi 6 mai 2019 à 10h, 10h précises, pour des renseignements utiles à me communiquer. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. C'est Jean Baelongandi, commissaire général adjoint chargé de la police judiciaire. Donc déjà, Martin Fayoulou doit aller se présenter devant la police. Donc, vous comprenez, hein, c'est... Alors, il y a un autre dossier, c'est dans les lois là-bas. Il y a un document qui circule, je ne sais pas si ce document-là est réel, mais nous allons quand même en parler. Il semblerait que dans les lois là-bas, il y a un document qui interdit à tous les Kassaïens, tous les Balouba, les grands Kassaï, tous citoyens, tout ressortissant du Grand Kasaï de se rendre dans les lois là-bas s'il n'est pas muni d'un permis, d'une feuille de route signée par les autorités du Kasaï et acceptée par les autorités du Katanga, du Lualaba. Ces histoires-là, en tout cas, mes chers amis, si c'est vrai, nous demandons que l'autorité, le service de renseignement puisse commencer à investiguer pour savoir qui sont à la base de ces intimidations-là. Les Congolais sont libres de se promener partout au Congo, de s'installer partout au Congo, parce qu'il n'y a pas deux républiques, nous sommes dans la même république. On ne peut pas demander aux citoyens du Grand Kasaï de ne pas aller à Kolwezi. Si c'est ça l'esprit derrière les massacres du Katanga, que vous voulez encore commencer à insinuer, en tout cas, il faut que les services de sécurité, les services de renseignement puissent s'occuper de tout ça, parce que nous sommes dans une période où nous avons besoin de la paix. On ne demande pas aux Chinois, aux Tanzaniens, aux Rwandais, aux Burundais, aux Pakistanais, aux Indiens qui viennent dans les lois là-bas sans documents. Vous venez de voir, non? Ils sont là depuis beaucoup d'années. Ils font beaucoup d'argent, les Chinois. Sans que nos frères du Lualaba ne puissent dénoncer ou puissent s'indigner. Vos propres frères du Kasaï. Nous avons la même frontière, à Kapanga.
Nous avons la même frontière du côté de Dilolo. Kazumba, Louisa et Kazumba, c'est le même peuple qui est à Kapanga, qui est à Dilolo. C'est le même peuple. Ngouz Karlibon. Tantôt on dit qu'il est de Kazumba, tantôt on dit qu'il est de Kapanga. Parce que son village s'est confondu là, à la frontière, vraiment. Même Ngouz, même l'autre, c'est qui c'est qui Kalev. Même Kalev, la même chose. Ils sont confondus, tantôt on nous dit qu'ils sont des Katanga, tantôt ils sont des Kasaï, parce que les villages qui sont là, ce sont les mêmes peuples. Les Lunda qui sont, c'est les mêmes peuples qui sont des deux côtés. Pourquoi vous voulez faire des problèmes là où il n'y a pas de problème? Tous ces étrangers qui viennent, les Chinois qui viennent, les Tanzaniens qui viennent, vous les avez déjà chassés? Un peu vraiment de considération. C'est pourquoi nous disons à nos frères du Kasaï, venez dans Fika. Venez dans Fika. Allons construire chez nous. Ça nous aidera aussi un jour que nos frères du Katanga puissent venir visiter les Kasaï. Tant que nous allons toujours au Katanga, quelque part, ils ont raison. Pourquoi nous nous fouillons chez nous? Pourquoi nous ne restons pas chez nous? À cause de choses comme ça. Suivez ça. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité dans la ville de Mbuji-Mayi. C'est un grand dommage. Un dommage. S'il n'y a pas de solution, nous demandons que la haute hiérarchie. Attendez, je reprends. Je reprends. Celui qui parle là, c'est le gouverneur ad intérim. Donc, ce monsieur fait l'intérim du gouverneur. Comme on vient de signer les ordonnances, maintenant nous aurons, le gouverneur du Kasaï oriental va s'occuper de son peuple. Mais pour l'instant, ça fait 10 jours que Mbuji-Mayi est privé d'électricité et de l'eau. Dans la ville de Mbuji-Mayi, les gens ont les bidons jaunes. Ils vont à la rivière pour chercher de l'eau. L'eau de la rivière qui n'est pas traitée, avec les conséquences d'avoir de nouvelles maladies qui peuvent surgir en Mbuji-Mayi. Suivez. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité dans la ville de Mbuji-Mayi. C'est un grand dommage. Un dommage. S'il n'y a pas de solution, nous demandons que la haute hiérarchie puisse intervenir, parce que la priorité des priorités ici au Kasaï oriental, c'est l'énergie électrique. Nous ne pouvons pas fonctionner sans énergie électrique. Comme vous voyez là, les machines datent d'il y a déjà 70 ans d'âge. Ils sont déjà foutus. Il y a 4 machines, 4 grands groupes qu'on est en train de cannibaliser. Nous sommes maintenant un groupe qui tourne avec 1.6. Je lance alors un SOS pour que la hiérarchie puisse intervenir. Sinon, je redoute qu'il y ait des maladies qui puissent apparaître encore à Mbuji-Mayi. Et je demande surtout à la direction générale de la régie des eaux, qui est consommatrice de l'énergie, de bien payer les factures de l'ENRK. Ça fait plus de 2 millions de dollars qui logent, qui gisent ces eaux. Ils n'ont même pas l'argent pour payer les sections. Juste les sections là pour dépanner les machines. Donc, c'est un SOS. La ville de Mbuji-Mayi est dans le noir. Il y a pénurie totale de l'eau sur la ville. C'est un spectacle, un défilé de bidons jaunes. C'est pas normal. Donc, les ressources de la province ne peuvent pas, ne suffisent pas parce qu'il n'y en a pas. Et nous lançons un SOS à la haute hiérarchie, au président de la République, à la direction générale de la régie des eaux, pour qu'ils puissent ne fût-ce que payer quelques factures de l'AMRK, pour qu'on puisse acheter ne fût-ce que des sections.
et dépanner une des machines. Parce que la machine qui fonctionne, elle fonctionne grâce à Dieu. Parce qu'elle peut s'arrêter à tout moment. Ça fait très mal. Ça fait très mal des choses comme ça. Hein? Vous voyez pourquoi les gens quittent le Kasaï? Vous voyez pourquoi nous disons, nous sommes victimes dans notre propre pays. Dans le Kasaï, il n'y a rien. Comparé à toutes les autres provinces, au Kasaï, il n'y a rien. Quand les Kasaïens viennent là, ce n'est pas parce qu'ils sont contents de venir. C'est parce qu'au Kasaï, ça ne marche pas. Vous voyez? 10 jours durant, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau. Et tous les malades qui sont dans les hôpitaux, qui sont soumis à être peut-être... Oh mon Dieu, c'est terrible. Les femmes vont accoucher comment? L'eau, avec toutes les saletés, l'eau de l'Oubilange. Mais ça, c'est une mort programmée. Monsieur le Président de la République, vraiment, les 100 jours, nous voulons sentir dans les Kasaï. Vous nous avez promis que bientôt, Katende sera, les travaux vont commencer. Si vous pouvez vraiment penser à cela, c'est une solution pour l'électrification du Kasaï. Parce que des choses comme ça, j'ai très mal. C'est le gouverneur intérimaire qui parle. Il dit, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. La ville est dans les noirs. Ça, c'est quel pays? Dans la capitale mondiale du diamant industriel. Mbujimaï, c'est la capitale mondiale du diamant industriel. Incapable d'avoir même un barrage hydroélectrique. Ce petit barrage que vous venez de voir là, c'est le petit barrage de la société Miba qui commence à faire office de la SNEL. C'est incroyable ce que je suis en train de voir. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? C'est quoi notre pays? Hein? Qu'est-ce qui nous arrive? Hein? Vous sentez vraiment le désespoir sur le visage du gouverneur. Suivez. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité dans la ville de Mbujimaï. C'est un grand dommage. Un dommage. S'il n'y a pas de solution, nous demandons que la haute hiérarchie puisse intervenir parce que la priorité des priorités ici au Kasaï oriental, c'est l'énergie électrique. Nous ne pouvons pas fonctionner sans énergie électrique. Comme vous voyez là, les machines datent d'il y a déjà 70 ans d'âge. Ils sont déjà foutus. Il y a 4 machines, 4 grands groupes. On est en train de cannibaliser. Nous sommes maintenant un groupe qui tourne avec 1.6. Je lance alors un SOS pour que la hiérarchie puisse intervenir. Sinon, je redoute qu'il y ait des maladies qui puissent apparaître encore au Mbujimaï. Et je demande surtout à la direction générale de la régie des eaux, qui est consommatrice de l'énergie, de bien payer les factures de l'ENRK. Ça fait plus de $2 millions qui logent, qui gisent ces eaux. Ils n'ont même pas l'argent pour payer les sections. Juste les sections là pour dépanner les machines. Donc, c'est un SOS. La ville de Mbujimaï est dans le noir. Il y a pénurie totale de l'eau sur la ville. C'est un spectacle, un défilé de bidons jaunes. C'est pas normal. Donc, le président de la République, à la direction générale de la régie des eaux, pour qu'il puisse, ne fût-ce que payer quelques factures de l'ANRK, pour qu'on puisse acheter ne fût-ce que des sections et dépanner une des machines. Parce que la machine qui fonctionne, elle fonctionne grâce à Dieu. Parce qu'elle peut s'arrêter à tout moment. Et ça, c'est un Mbujimaï. À Kananga, il n'y a même pas ces barrages-là. À Tchala,
il y a les petits courants là qui viennent de l'Amiba. Mais à Kananga, il n'y en a pas. Vous comprenez? Pourquoi nous nous acharnons chaque jour, nous disons, nous devons, nous ressortissants du Kasaï, nous devons aller construire chez nous. Nous devons faire tout pour que ces coins-là soient désenclavés. C'est une injustice inacceptable. Une injustice inacceptable. Comment une ville de 5 millions d'habitants peut vivre pendant 10 jours sans électricité? Mais nous ici, l'électricité ici, c'est ça. S'il y a coupure d'une journée, mais c'est grave. C'est grave. Encore ici, il y a la possibilité, vous pouvez, tout est là, vous pouvez vous débrouiller, vous pouvez encore vivre pendant une journée et ils vont travailler pendant la nuit et le jour pour trouver une solution. Une ville de à peu près 5 millions de personnes. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas l'eau. C'est injuste. Kananga a à peu près 3 millions d'habitants dans la ville de Kananga. Plus de 3 millions. La centrale thermique là peut s'allumer vers 18h, vers 22h30, 23h, on coupe. Hein? Donc vous avez courant pendant 4 heures pour charger des téléphones. C'est compliqué. C'est vraiment triste. Hein? C'est triste. Ça ne va pas. Donc, alors pour terminer, nous avons tous la joie, nous avons appris avec joie que le président Félix Tshisekedi était au téléphone hier avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Ils ont parlé il a présenté ses félicitations et ils ont parlé. The Prime Minister Netanyahu spoke with the Democratic Republic of Congo President Felix Tshisekedi, who congratulated him on winning the election, discussed ways to deepen relations and advance bilateral cooperation. President Tshisekedi accepted Prime Minister Netanyahu's invitation to visit Israel. Donc, le président Félix Tshisekedi, ils ont parlé hier avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il a présenté ses félicitations pour l'élection, pour la victoire aux élections. Et ils ont discuté sur les possibilités d'approfondir les relations bilatérales et la coopération entre nos deux États. Donc, faire progresser la coopération bilatérale. Donc, le Premier ministre a invité le président Félix Tshisekedi à se rendre dans un futur très proche à Tel Aviv en visite officielle dans cette république, dans ce pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Donc voilà. Alors, cette visite nous a beaucoup plu parce que vous savez que depuis beaucoup d'années, Mobutu avait coupé des relations avec Israël. Moi, je ne dis pas que c'est les relations spirituelles, non. Le vrai Israël, c'est nous. Israël, là, que les gens sont en train de suivre, c'est Israël
des descendants d'Israël, et ils ont pris cette histoire-là, l'histoire des Juifs, qu'avec Israël, Mobutu avait vendu le Congo à Satan. Non, c'est faux. C'est faux. Si Tshisekedi va là-bas, c'est dans le cadre purement des relations bilatérales, la coopération, comme il était aux États-Unis, comme il va se rendre en France prochainement, en Belgique et dans d'autres pays. Donc Israël, c'est un pays qui pèse dans les Nations Unies. Vous savez que Israël, c'est un protégé des États-Unis. Si vous voyez Israël inviter le président Tshisekedi, c'est pour dire à ceux qui croient que Tshisekedi n'est pas président de continuer à rêver. Tshisekedi est le président de la République démocratique du Congo. Invité officiellement. Kabila a fait 18 ans. Je ne me souviens pas de la visite officielle de Kabila en Israël. Ça, ce n'est même pas important, même s'il a été invité ou pas. Mais aujourd'hui, quand Israël vous reconnaît comme président, vous invite, ce n'est pas de la blague. Ce sont des pays qui dirigent ce monde. Vous voyez les Américains qui dirigent le monde ici, ce sont les Juifs, la plupart. Parmi les 20 milliardaires du monde, regardez toutes les origines de ces gens-là. Ce sont des Juifs. Ce sont des Juifs. Tu n'es pas Juif, tu ne peux pas entrer dans ce carré-là. C'est difficile de trouver... Non. Les grandes inventions, comme Steve Jobs, de Apple, celui qui a fait le téléphone là, l'autre ici, Mark Zuckerberg de Facebook, ce sont des descendants des Juifs, soit allemands, soit, je ne sais pas, anglais, tout ça, mais ce sont les Juifs, ils se connaissent. C'est eux qui ont développé l'Illuminati, tous ces francs-maçons, toutes ces sciences satanistes. Ce sont ces gens-là. Ils sont puissants. Vous êtes avec Israël. Vous êtes avec l'Amérique. C'est un bon partenariat, c'est un bon partenaire. Dans le cadre des relations, Israël a une armée puissante. Une armée qui résiste à tous les pays voisins. Israël est entouré. Israël est entouré par des pays très hostiles. Il y a la Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Égypte. Hein? Très compliqué. Il résiste seul là-bas. Il y a l'État palestinien qui est aussi là. Donc, il a une armée qui peut nous aider aussi. La formation en Israël, vous savez, depuis Mobutu, beaucoup de militaires congolais, les cadres, les officiers, ont été formés là-bas. Israël a un service de renseignement très puissant, qu'on appelle le Mossad. Ils sont très forts. Ils connaissent beaucoup. Et dans le cadre, je crois, de protéger aussi ces arrières avec l'uranium qui est au Congo, tout ça, je crois que le Congo, c'est un bon partenaire. Il y a beaucoup. Israël est aussi fort dans l'agriculture. Dans le désert, Israël a réussi à produire les pommes, les tomates, les choux, beaucoup de choses. En Israël, dans le désert là, ils ont fait l'irrigation, ils ont
ils ont planté des arbres, ils ont fait des choses incroyables. Ils ont fait fleurir le pays. Aujourd'hui, quand vous allez en Israël, vous ne pensez pas que vous êtes dans un désert. Toutes ces techniques-là, avec notre pays, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Donc, encore une fois, ce que Dieu est en train d'avancer pendant que les chiens aboient, la caravane passe. Donc nous ne sommes pas, je précise vraiment que ce n'est pas dans cette histoire-là, oh non, celui qui maudit Israël sera maudit, celui qui bénira Israël sera béni. Non, ce n'est pas Israël, c'est nous. Ces Israël-là, ce sont des Rosicruciens, ce sont les francs-maçons, les Illuminati. Comment vous allez bénir les Illuminati? Il faut arrêter de rêver. Ça, ce qu'on a dit, cette promesse-là, cette prophétie-là, c'est sur nous. C'est nous le peuple de Dieu. C'est nous les descendants d'Abraham. Dans la chair, c'est nous. La Bible le témoigne. J'avais une vidéo ici, malheureusement. Je ne sais pas retrouver ça. Je pouvais vous proposer ça pour que vous puissiez voir. Donc, alors, voilà. Il y a une autre chose avec Israël. Je crois que avec maintenant la présence croissante des islamistes dans notre pays, Israël, c'est un partenaire idéal qui sait comment combattre ces islamistes-là, qui sont à l'est là-bas avec les Adef Nalou, les Mororo, donc on parle même de tous ces Arabes de l'État islamique qui sont là aussi. Donc, ils ont été défaits là-bas. Maintenant qu'ils trouvent que dans les pays comme la RDC, nous pouvons acheter la population avec de l'argent parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ces gens-là ont beaucoup d'argent. Ils achètent les gens. Ils vous disent non, bourse d'études, tout ça. Quand vous allez là-bas, ce n'est plus les bourses d'études. Ils vous enrôlent dans l'armée du califat. On commence à vous donner les rôles. Il faut aller tuer les gens, il faut aller s'exploser, il faut aller faire ceci. On a parlé aussi, à part l'État islamique, on a parlé aussi des Hezbollah. Vous vous rappelez qu'on avait fermé l'ambassade avant les élections pour raison que non, les Hezbollah étaient en train d'espionner l'ambassade américaine à partir de l'immeuble Congo Futur. Vous vous rappelez? Tajedine qu'on avait arrêté au Maroc, qu'on avait envoyé dans les prisons ici aux États-Unis, qui avait tout révélé qu'il y a des personnalités du pouvoir de Kinshasa qui sont aussi avec nous. Donc tout ça, Israël, c'est le pays idéal qui peut nous aider dans la lutte antiterroriste avec les États-Unis qui est professionnel là-dedans, avec qui a tué Ben Laden et tout ça. Donc voilà, cette visite, c'est une très grande victoire encore pour la diplomatie congolaise qui, depuis ces derniers temps, qui s'est très bien vendue.